oui, c'est la saison des perspectives pour l'année suivante, 2023 en l'occurrence. Derrière le chiffrage des perspectives, ce qui est intéressant, c'est toujours la réflexion qui vient nourrir les investisseurs sur ce qu'il pourrait advenir sur le plan économique et sur le plan financier en 2023. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, on dira un mot des marchés, mais c'est vrai que ce vent d'automne qui porte notamment les actifs risqués et les marchés actions en Europe particulièrement fait naître quelques espoirs pour 2023, notamment sur le plan de la macroéconomie, Alexandre. Je trouve que l'idée la plus consensuelle du moment est celle de dire que la croissance mondiale résistera peut-être mieux que ce qu'on pouvait craindre en 2023. Donc l'idée du soft landing, on tourne autour en tout cas de cette idée. Et dans le même temps, du côté de l'inflation, on pourrait avoir une forme de hard landing, ou en tout cas un décrochage marqué de l'inflation qui donnerait peut-être un peu plus de marge de manœuvre aux banquiers centraux, la Fed en premier lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ou de ce double espoir pour 2023, Alexandre, chez Pictet Wealth Management? Quelle est la probabilité que ce scénario un peu idéal puisse se réaliser et quels sont les risques attachés à cette idée? Alors, les chances d'avoir un scénario aussi idéal que ceci sont relativement maigres. La raison principale est que le niveau d'inflation à partir duquel nous partons aujourd'hui, c'est-à-dire 10% en Europe, est relativement élevé. Et si je regarde les chiffres d'inflation qui ont été annoncés récemment, l'inflation corps, c'est-à-dire hors énergie et hors nourriture, est toujours à 5%. C'est un niveau qui aujourd'hui est inacceptable pour les banquiers centraux. Reste à savoir si les banquiers centraux voudront ramener l'inflation à un niveau de 2%, qui semble être le chiffre magique pour chacun d'entre eux. Mais ça veut dire qu'on a encore devant nous plusieurs hausses des taux d'intérêt, dont le rythme, effectivement, va être ralenti, mais dont l'amplitude et, disons, le niveau final reste encore à déterminer. De notre côté, du côté des États-Unis, nous avons calé nos prévisions sur un taux final entre 5 et 5,25%. 5 et 5,25% avec des banques centrales qui doivent ensuite prendre le temps de mesurer l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur leur économie. Ça veut dire qu'on a certainement en tout cas une première moitié d'année pendant laquelle les conditions monétaires vont rester très restrictives. Encore une fois, nous partons de zéro pour arriver à 5 écarts dans une période de temps qui finalement était très comprimée. Ceci devrait quand même amener l'économie avec un ralentissement sérieux, potentiellement même une récession. Et qui dit récession dit également baisse des bénéfices du côté des entreprises qui sont cotées. Donc à un moment donné, le marché, passé l'euphorie actuelle, c'est-à-dire passé le sentiment positif qui est de dire les banquiers centraux vont remonter, mais avec un rythme moins soutenu que ce que nous avions prévu. Ensuite viendra la réalité des bénéfices, de la baisse des bénéfices, qui à un moment donné devrait quand même impacter l'ensemble des marchés boursiers. Donc effectivement, le mode espoir qu'on peut constater dans le marché aujourd'hui peut être également un point de fragilité à un moment dans le cours de l'année 2023, Alexandre. Oui, et surtout si l'on regarde le niveau de valorisation que l'on a aujourd'hui. On a ce rebond récent, mais les estimations bénéficiaires sont plutôt en baisse. De notre côté, nous estimons que les bénéfices aux États-Unis pourraient baisser jusqu'à 5%. Ça veut dire que le ratio risque-performance n'est pas très intéressant aujourd'hui parce qu'on revient à des niveaux de valorisation qui ne sont pas très loin des 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, alors que sur les dépôts en liquidité, c'est-à-dire sur les dépôts en cash, aujourd'hui, la rémunération est de 4,5% aux États-Unis. Donc, ça veut dire que la perspective d'avoir une bonne performance boursière via les marchés actions doit être vue également en perspective de ce que l'on obtient si l'on reste en dehors des marchés. Et cette rémunération-là, aujourd'hui, est relativement élevée, va certainement continuer de monter en raison des resserrements monétaires. Et donc, on doit être sûr de notre côté que les valorisations sur le point d'entrée dans les marchés actions sont suffisamment attractives pour justifier effectivement de revenir dans les marchés actions. Vous l'avez dit d'un mot, Alexandre, mais ce sera peut-être d'ailleurs un point de conversation important au cours de l'année 2023. Est-ce que les banques centrales iront jusqu'à ramener l'inflation à 2%? Est-ce que véritablement les banques centrales, la Fed en tête, voudra voir le smoking gun, l'inflation à 2%, les yeux dans les yeux? Ça a été une partie importante du discours de la Fed à travers l'année 2022. Est-ce qu'une conversation sur un nouvel objectif d'inflation peut faire partie de l'année 2023, Alexandre? Non seulement ça peut, mais cela doit. Parce que les efforts que les banquiers centraux doivent entreprendre pour ramener de l'inflation des niveaux actuels à un niveau mettant entre 3 et 4% seront suffisants avec le niveau des taux d'intérêt que nous prévoyons, c'est-à-dire 5 écarts aux États-Unis et 2,5 en Europe.
Si la vue des banquiers centraux, c'est qu'un niveau d'inflation structurellement plus élevé que celui que nous avons eu pendant les 10 ou 15 dernières années doit être justifié et qu'il faut ramener l'inflation à 2%, dans ce cas-là, ces 5,4% de resserrement monétaire ne suffiront pas à ramener l'inflation au niveau de 2%. Et donc la mauvaise nouvelle, mais encore une fois, ça reste encore à déterminer, c'est si les banquiers centraux restent accrochés à ce niveau d'inflation de 2%, eh bien on ne finira pas avec un niveau des taux d'intérêt à 5 écarts, on ira sensiblement plus élevé. Et donc la discussion va être de savoir si du côté des banquiers centraux, mais également des gouvernements, est-ce que structurellement, l'on peut accepter une inflation qui est légèrement supérieure, tenant compte d'une inflation à 3 à 4% qui finalement satisfait beaucoup de critères. Dans ce niveau d'inflation de 3 à 4%, les entreprises, via leur chiffre d'affaires, ont leurs bénéfices qui sont relativement bien soutenus, mais ça permet également de faire diminuer le stock de dette que nous avons aujourd'hui dans le système financier, avec une inflation qui est plus élevée et finalement des taux d'emprunt qui sont plus bas que ceci. L'idée d'ajuster l'objectif de l'inflation, c'est une idée qui peut recueillir un consensus suffisamment large et rapide, Alexandre. Alors, il y a beaucoup de travaux académiques de ce point de vue-là. Olivier Blanchard encore s'est exprimé récemment, je crois, sur l'idée que l'objectif d'inflation devrait être plutôt proche de 3% finalement, pour permettre de maintenir un peu d'huile dans les rouages, d'une certaine manière. Alexandre, du côté des banquiers centraux en poste, est-ce que c'est un consensus qui est possible à horizon 2023 ? Pour l'instant, il est trop tôt de pouvoir en discuter, puisque finalement, leur combat aujourd'hui, c'est de limiter cette inflation et d'être sûr que le resserrement monétaire leur permet d'achever cet objectif-là. Mais n'oublions pas que nous venons d'un environnement, finalement, post la faillite de Lehman Brothers, c'est-à-dire post 2008-2009, où nous avons vécu 13 ans, pendant une période où finalement les taux d'intérêt étaient soit à zéro du côté des États-Unis, soit en territoire négatif pour l'ensemble de la zone euro. Et donc, nos paramètres de vision de l'inflation sont quelque peu faussés par ces dernières années, où le problème auquel nous faisions face, c'était un manque d'inflation. D'où cette idée de l'ensemble des banquiers centraux, mais des gouvernements également, de ramener l'inflation à un niveau de 2%. Est-ce que si l'on revient dans une situation un peu plus normale, c'est-à-dire une économie qui a moins besoin d'être gérée par les banquiers centraux et par les gouvernements, finalement, si l'on regarde près 2008-2009, l'inflation était à un niveau structurellement plus élevé, et c'est peut-être ça qui est vraiment la norme dans laquelle nous devons revenir. Mais pour l'instant, encore une fois, du côté de la communication des banquiers centraux, le risque est de trop communiquer sur cet objectif final avant d'avoir réussi à faire infléchir les chiffres d'inflation tels que nous les voyons maintenant. Une des grandes questions ou un des grands paramètres pour la macro globale de 2023, c'est la question chinoise. Que va faire la Chine, Alexandre? Je formule la question différemment. Est-ce qu'une reprise marquée de l'activité économique en Chine est souhaitable à ce stade? Alors, pour la Chine, sans doute, mais pour le reste du monde, pour nos économies en Europe et aux États-Unis? Elle est souhaitable, mais elle est compliquée. Soyons clairs, ce que vous avez mentionné en début de reportage, c'est-à-dire la réouverture maintenant, la fin de la stratégie Covid-0, se fait sous la contrainte. Dans l'idéal, les autorités auraient voulu préparer le terrain pour arriver à ce phénomène de réouverture. Préparer le terrain, c'est-à-dire préparer l'appareil sanitaire, puisque finalement, à partir du moment où on relâche, la situation permet aux gens à nouveau de recirculer. Le nombre de cas de contamination explose, particulièrement dans un environnement comme l'environnement chinois. Ça n'a pas pu être fait simplement parce qu'on doit ouvrir sous la contrainte. Deuxièmement, les taux de vaccination au niveau de la population la plus risquée n'est pas au niveau souhaité. Donc les mois prochains vont être des mois pendant lesquels certainement le nombre de contaminations en Chine va exploser. On parle ici de plusieurs millions de personnes qui devraient probablement être contaminées, avec un impact économique qui reste encore à déterminer. Donc ça va être la difficulté, en tout cas sur la première moitié de l'année prochaine. C'est souhaitable pour la conjoncture mondiale d'avoir le moteur chinois qui fonctionne bien, étant donné que c'est un paramètre important pour l'ensemble de la planète. Mais il faut être clair, ça crée également une demande potentielle importante sur le marché de l'énergie en 2023, à un moment où les Européens, eux également, ont besoin de s'assurer de la fourniture de l'énergie sur les marchés internationaux, étant donné qu'ils n'obtiennent plus leur énergie via les pipelines qui viennent de la Russie. Donc il peut se passer une situation de compétition finalement pour s'assurer de son approvisionnement énergétique, qui peut donc maintenir les prix de l'énergie à un niveau relativement élevé et qui peut permettre également aux chiffres de l'inflation qui dépendent de l'énergie de ne pas baisser autant que si la Chine restait en situation de contraction économique ou de faible croissance économique.
Je rappelle, parmi les informations marquantes des derniers jours, un accord historique entre le chinois Sinopec et le fournisseur qatari de gaz, gaz liquéfié, naturel liquéfié. Bien sûr, un accord qui porte sur plusieurs dizaines d'années. On n'avait jamais vu des accords de long terme aussi longs, justement, noués sur ces questions énergétiques. Conclusion de tout ça en matière d'investissement, Alexandre, et on a compris effectivement que ce rallye de fin d'année était peut-être à prendre avec un peu de recul. Néanmoins, beaucoup d'investisseurs constatent que le grand reset de l'année 2022 ouvre un champ d'opportunités qu'on n'avait peut-être plus vu depuis longtemps sur les marchés. Quelles sont les opportunités qui vous paraissent intéressantes aujourd'hui et globalement, comment avez-vous envie d'entamer l'année 2023 sur le plan de l'investissement ? Bien sûr, alors peut-être la grande nouvelle et peut-être la bonne nouvelle également, c'est le retour des portefeuilles diversifiés, puisque finalement les obligations ont enlevé de la performance ces 2 dernières années dans les portefeuilles. Ces obligations-là devraient à nouveau pouvoir contribuer positivement. On a enfin la capacité de pouvoir générer des revenus et du rendement sur un portefeuille obligataire. Donc le portefeuille diversifié, le fameux 60-40, va revenir certainement en 2023. Ensuite, vous avez différents éléments qui sont importants, mais tel que je mentionnais la partie obligataire, aujourd'hui, enfin, dans la zone euro, mais surtout aux États-Unis, les obligations d'entreprise, donc les obligations du crédit investment grade, fournissent aujourd'hui des rendements qui sont tout à fait intéressants. Donc, s'il fallait commencer un portefeuille à partir de 100% de liquidité, ce sera certainement la première partie sur laquelle on voudrait investir. Ensuite, dans les investissements alternatifs, nous sommes dans un monde qui est dominé par la macroéconomie, on le voit. Et donc, dans les poches alternatives aujourd'hui, nous avons 2 stratégies qui nous intéressent. Premièrement, le long short, puisqu'on le voit, la différence de performance à l'intérieur d'un même secteur entre les entreprises qui ont la capacité d'augmenter leurs tarifs et celles qui n'en ont pas, cette différence-là est très importante. Donc, ça nous donne des opportunités sur la stratégie long short, mais également les stratégies macro. Dans un monde dominé par la macroéconomie, par les banquiers centraux, par l'inflation, et ce que l'on a déjà vu en 2022, c'est que ces stratégies-là se comportent bien avec des hausses d'à peu près 10%. Donc, c'est un peu autour de ces axes-là que nous avons axé nos prévisions en 2023, mais le message principal, c'est que nous avons enfin à nouveau la capacité de générer des revenus, de générer de rendements à partir de portefeuilles obligataires. C'était une option qui nous était simplement interdite de pouvoir envisager, en tout cas pendant ces 5 dernières années. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Tavasi, responsable CIO Office et recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en duplex depuis Genève.